l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le vin a toujours occupé une place particulière dans notre culture et dans nos modes de vie. Mais alors que sa consommation baisse depuis plusieurs années, alors que les habitudes évoluent, que les rythmes changent et que les usages se transforment, sa place n'est plus tout à fait la même. Le vin pourrait-il disparaître de nos sociétés ? Aujourd'hui, un épisode issu d'une conférence donnée par Marie Mascret à la Cité du Vin de Bordeaux pour interroger comment, entre tradition, nouvelles attentes et mutations sociétales, le monde du vin peut trouver une nouvelle manière de dialoguer avec son époque. Marie, aujourd'hui on va parler d'une conférence que tu as donnée à la Cité du Vin il y a quelques semaines sur le thème « Le vin pourrait-il disparaître de nos sociétés ?» Pourquoi est-ce que tu avais envie de t'exprimer sur ce sujet ? Alors j'avais envie de m'exprimer sur ce sujet parce qu'on est évidemment tous dans l'univers du vin et des spiritueux au fait du fait qu'on assiste depuis plusieurs années à une forte baisse de la consommation de vin. Et ça, c'est valable en France comme dans le monde. Et puis, il suffit de lire les médias ou même de s'appuyer sur son expérience personnelle pour constater qu'on a des habitudes de consommation qui changent. Donc nos habitudes de consommation changent en général, mais nos habitudes de consommation de vin changent aussi. Et donc, c'est dans ce contexte que je me suis demandé si le vin pourrait peut-être un jour complètement disparaître de nos sociétés. Et en me posant cette question, je me suis aussi fait la remarque que quand même, le vin occupe une place assez singulière dans notre société. Au-delà du fait que le vin, c'est une industrie qui produit, qui exporte, qui emploie, qui structure nos paysages, le vin, il possède aussi un véritable héritage culturel. Le vin, c'est un produit qui est historique, qui est associé à un certain nombre de valeurs. Et puis le vin, il représente un marqueur symbolique, aussi bien individuel que collectif. Et en ça, je crois que le recul de sa consommation, qui n'a jamais été aussi marqué, il interroge un peu plus largement sur nos habitudes, sur nos valeurs et sur notre façon de nous comporter. Donc je me suis proposé de confronter la consommation de vin aux dynamiques sociétales actuelles et d'explorer en quoi, malgré cette baisse de la consommation, malgré peut-être même un certain désamour pour le vin, le monde du vin, il a tous les atouts pour rester en résonance avec notre société, quand bien même soit-elle en mutation. Alors, quels sont ces grands atouts du monde du vin ? Alors d'abord, je crois qu'il faut faire un petit retour historique sur le vin. Le vin, il a une dimension sacrée. C'est un produit qui reste associé au rite, au religieux. On retrouve des traces de figures divines associées au vin à travers les siècles. Alors, la plus connue, évidemment, c'est Dionysos ou Bacchus. On retrouve aussi le vin dans des rituels sociaux comme la messe, c'est avec un rappel de la scène. Et puis aussi dans le développement de territoires en France, notamment, les moines ont contribué largement à l'essor de la viticulture avec leurs observations des cultures et le test de pratique. Donc une dimension sacrée. Et puis le vin, il a aussi une dimension symbolique. Il est plus globalement associé aux puissants, le vin de la cour des rois. C'est un produit qui, depuis les pharaons jusqu'aux dîners diplomatiques actuels ou aux visites diplomatiques plus généralement, il est là, il est présent. Puis le vin, c'est le fruit d'un commerce entre pays producteurs et consommateurs, mais ça depuis l'Antiquité. Donc dimension sacrée, dimension symbolique, dimension patrimoniale aussi, avec le développement de la viticulture qui va de pair avec le développement de traditions, de fêtes, et puis le développement aussi d'un paysage de vignes, dont l'attractivité ne se dément pas depuis quelques années avec le développement de l'œnotourisme dans toutes les régions de France et un peu partout dans le monde. Le vin, il a aussi une dimension économique assez importante avec des échanges commerciaux internationaux et puis la spécialisation progressive de régions productrices. C'est un des produits qui est clairement bénéficiaire dans notre balance commerciale et donc c'est un produit qui a son importance dans la vie économique française. Le vin, il a aussi une dimension sociale et culturelle. Il a toujours rassemblé autour de la table. On garde des premières traces de ces événements de table sur des amphores grecs, par exemple. Désormais, on imagine mal une fête, un repas au restaurant gastronomique ou un repas en famille sans vin, même si on assiste depuis le milieu du XXe siècle à une érosion de la consommation. Et selon toi, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette érosion de la consommation ? Alors d'abord, si on regarde les chiffres, effectivement, cette évolution elle est assez rapide. On a une baisse de 70% de quantité de vin consommée en 60 ans. On est passé de 127 litres par an et par habitant consommés en 1960 à 40 litres par an actuellement. Et ce qui est étonnant ou ce qui est intéressant à souligner en tout cas, c'est qu'on a une érosion qui est plus rapide pour le vin que pour les autres alcools. Le moins 70% du vin, il s'oppose à moins 18% pour la bière et moins 9% pour les spiritueux.
Alors, il y a plusieurs raisons à la déconsommation. On en a déjà parlé dans CSO Wine Talks. Ce sont des raisons qu'on développe régulièrement et de nouvelles raisons apparaissent au fur et à mesure des mois et des années. Parmi les raisons qu'on peut citer, une des premières, c'est le mode de vie qui a évolué. On est de plus en plus dans un mode de vie solo, avec donc une augmentation des foyers solo, des familles monoparentales. Ça peut se faire pour des raisons tout simples de trajectoire personnelle, parce qu'on poursuit ses études, parce qu'on se met en concubinage de manière plus tardive, parce qu'on se sépare, parce qu'on divorce. On a également un lien avec la progression de l'espérance de vie, et puis l'apparition des réseaux sociaux qui distendent le collectif. On a aussi un mode de vie qui est casanier, qui est peut-être plus solitaire qu'il y a quelques années. On fréquente moins des lieux hors domicile. Et à côté de ça, on a aussi l'attrait des pôles urbains où le prix du foncier se fait ressentir sur les loyers, donc des habitations plus petites avec un stockage limité et puis moins d'espace pour recevoir, pour accueillir ses proches. Autre phénomène, la fragmentation des repas, qui a évidemment une incidence sur la consommation de vin. On est beaucoup plus rarement à table en train de prendre un repas, en prenant le temps avec une entrée, un plat, un dessert, à discuter et à discuter du vin aussi. On est de plus en plus dans une forme de consommation snacking. On va aller le midi plutôt à la boulangerie acheter un sandwich plutôt qu'aller au restaurant. Donc, on ne prendra pas de vin, évidemment. Ou alors, on va diminuer son nombre de sorties avec des amis et puis privilégier d'être devant Netflix avec son plat à emporter qu'on n'aura pas forcément commandé avec une bouteille de vin. Et puis, de toute façon, quand on a dans une main son téléphone et dans l'autre la fourchette et qu'on est devant la télé, on n'a pas forcément une troisième main pour consommer du vin. Et puis, autre phénomène, c'est que de plus en plus, quand on sort, on va préférer avoir une consommation solo. Donc, chacun va consommer et acheter ce qu'il a envie de boire, lui, individuellement, plutôt que d'acheter une bouteille de vin qu'on va se partager à plusieurs. Et puis, même quand on reçoit à la maison, d'ailleurs, on va plutôt privilégier des apéros dînatoires où chacun va apporter ce qui lui plaît. Donc, on n'est plus forcément dans un partage où celui qui reçoit offre plusieurs bouteilles de vin ou met plusieurs bouteilles de vin à disposition. Voilà, et cette culture de la bière et du cocktail qui est privilégiée aujourd'hui, elle est par nature en consommation individualisée, ce qui pose donc évidemment un problème pour le vin en bouteille. On observe aussi une responsabilisation des comportements, alors avec une prise de conscience de l'impact sanitaire et social de l'alcool en général, un peu comme pour le tabac. On est plus informé des risques de la consommation excessive d'alcool. La réglementation, elle est plus stricte. On a évidemment la loi E20 qui est appliquée depuis 1991, qui encadre la consommation autorisée sur l'alcool, qui décourage évidemment les consommateurs d'alcool. Et puis, ça va de pair avec le développement d'un discours qui est parfois culpabilisant par les pouvoirs publics sur la consommation d'alcool, même en faible quantité. On observe évidemment aussi l'importance de l'image de soi à l'ère des réseaux sociaux. On n'a pas du tout envie de se retrouver sur les réseaux sociaux dans des fâcheuses postures. Et puis, on veut contrôler son image, donc en évitant les alcoolisations fortes et fréquentes, mais aussi en étant plus sur une posture autour du sport, autour de la longévité, autour du bien-être. Donc, on modère sa consommation d'alcool en conséquence. Donc, tu nous as parlé d'un mode de vie plus individuel, de la fragmentation des repas et d'une responsabilisation des comportements. Comment est-ce que tout cela se traduit dans les modes de consommation ? Alors, ça se traduit à plusieurs niveaux. D'abord, par un changement des schémas de socialisation. On va choisir d'autres boissons, aussi par opposition à celle de ses parents. Le café, c'est plus forcément le lieu de rencontre. On va plutôt aller retrouver ses copains à la salle de sport pour faire de l'escalade. Et puis, dans ces lieux-là, il y a aussi des lieux de sociabilisation, des cafés, mais plus forcément des lieux où on va consommer du vin. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que être sobre, ça n'est plus un tabou. Ne plus boire, c'est plus un stigma pour s'intégrer socialement. Et on a aussi beaucoup d'influenceurs qui communiquent autour de ça, des personnalités qui assument ne plus boire d'alcool et qui témoignent et qui, du coup, motivent leurs followers pour faire de même. Et puis, on a aussi, ça c'est important à souligner, une offre de plus importante de produits qui sont désirables, qui sont sans alcool. On a un développement de l'offre de jus, de thé, de café, de boissons fonctionnelles. Donc, on a un déplacement du cool aussi vers les boissons sans alcool. Les smoothies, les cafés latte, le matcha en font partie. Donc, quand on a autant de choix, finalement, le choix ne se porte plus forcément sur un verre d'alcool et sur un verre de vin. Mais en fait, avec cette évolution, on voit aussi se dessiner un côté modération qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un côté plaisir. Exactement. Alors, le vin est passé d'un vin quotidien pensé comme un produit alimentaire à un vin plaisir.
Il est choisi aujourd'hui pour accompagner des occasions précises. Il est vu par certains comme un intérêt, voire comme une passion. Et ça s'exerce dans quelque chose qui est aussi un phénomène de société qui a de plus en plus le vent en poupe. Ce sont des cours, les clubs d'œnologie, et puis les clubs où on se retrouve tout simplement autour du plaisir de la dégustation et de la découverte. Donc c'est vrai que ce déplacement du positionnement du vin vers le vin plaisir est un atout pour le vin. Ça a aussi comme conséquence que le vin restant un produit plaisir, il va accompagner une sortie au restaurant ou un dîner avec des amis à la maison, une fête entre amis. Donc c'est vraiment une dimension sociale qui fait partie des fondamentaux du vin et qu'on retrouve effectivement dans ce qui fait l'histoire du vin. Et face à cette évolution de la consommation, le secteur du vin continue d'évoluer pour partager son savoir-faire, son patrimoine et ses produits. Et ça, c'est un des grands enjeux pour recréer du lien. On le disait justement, aujourd'hui, on est dans une société qui est quand même très individualiste. Aujourd'hui, comment le vin peut aider à recréer du lien ? Un des grands enjeux du vin, c'est de fédérer autour des fondamentaux du vin. On est dans un contexte un peu particulier depuis quelques années. On a un contexte de polarisation des opinions, d'exacerbation des tensions. On a un contexte d'anxiété, un sentiment de solitude. Tout ça qui est évidemment créé par le contexte international, mais aussi par l'usage abusif des réseaux sociaux. Et dans ce contexte, les consommateurs, les Français, mais également les consommateurs à l'international, ils cherchent à retrouver un récit collectif. Et donc, ils s'aménagent des bulles protectrices. Parmi elles, il y a leur hobby, leur passion. Ils sont capables de créer un sentiment d'appartenance en se retrouvant autour d'une passion commune avec un groupe d'amis. Mais ils ont aussi envie de vivre des expériences réelles. Et en ça, les vignerons et les domaines viticoles, ils sont capables de se saisir de ces préoccupations pour justement rassembler, fédérer, recréer du lien. Donc ce besoin d'écrire un récit collectif dans ce climat de tension sociale, il donne un sentiment d'appartenance, au même titre que leur investissement des groupes d'intérêt autour du sport, de la passion. Donc quand on partage des intérêts et des valeurs communes avec un groupe, on a ce sentiment d'appartenance qui fait qu'on lutte aussi contre le sentiment d'isolement. Et puis ça donne envie de réinvestir le réel en engageant des discussions face à face et avec des expériences qui sont loin des distractions et de l'anxiété créée par les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, le monde du vin, l'accueil au domaine, les discussions avec les vignerons peuvent le recréer. Le monde du vin, il a aussi tout intérêt à investir de nouveaux lieux. On l'a dit tout à l'heure, les habitudes de consommation évoluent, les lieux évoluent. Maintenant, on a des lieux qui sont un peu hybrides, qui proposent à la fois de faire du sport et de boire un café. Ces nouveaux lieux, il faut que le monde du vin les investisse sur des lieux qui peuvent être à la fois un point de vente, un lieu de dégustation et de découverte, également un lieu qui permet d'accueillir une clientèle professionnelle. Certaines marques, certaines interprofessions l'ont fait, que ce soit de manière éphémère ou de manière pérenne. Ça, c'est extrêmement important de se dire comment est-ce que ce monde du vin n'est plus uniquement dans les lieux classiques de consommation, mais également dans les nouveaux lieux hybrides qui ouvrent un peu partout dans les grandes villes et ailleurs. Autre point, l'intérêt pour le monde du vin de s'adapter aux nouveaux usages. On parlait de nouvelles manières de consommer, de nouvelles manières de déjeuner, de dîner, de prendre ses repas. Là, typiquement, c'est l'adaptation du monde du vin, sa capacité à s'adapter à l'envie des consommateurs de concilier partage et consommation individuelle. Les consommateurs, ils ont toujours envie de découvrir le monde du vin, mais avec modération. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ça ? On peut proposer des vins servis à la tireuse, comme on le fait avec la bière. Ça permet de goûter, de valider que le vin plaît bien avant d'en commander un verre. Et puis, proposer également des vins en épicerie, par exemple, avec des bouteilles consignées. Et il y a des bars qui sont spécialisés dans ces cas de figure-là, et ça fonctionne très bien. Et puis, dernier point, partager les codes de la culture pop. Le vin, c'est pas uniquement un produit qui est poussiéreux, qui est destiné à une génération vieillissante, mais c'est aussi un produit, et certains le démontrent très bien, qui est capable de s'adapter à une culture beaucoup plus colorée et pop. Il y a un certain nombre de rappeurs, par exemple, qui sont appropriés le monde du vin. Je pense à Jermaine Stone aux États-Unis, et qui proposent une lecture du vin à travers le hip-hop et inversement, qui éduquent sur le vin, qui éduquent sur le terroir, mais aussi sur les classiques du hip-hop, et qui font tout ça en parallèle. Donc là, tu nous as parlé culture, tu nous as parlé usage. Dans les So Wine Talks, on parle aussi très souvent de savoir-faire. Comment est-ce que le monde du vin peut utiliser tout son savoir-faire pour se mettre en valeur aujourd'hui ? Alors, la première des choses à faire, c'est vraiment de démocratiser ce savoir-faire, démocratiser le savoir en général, entre créativité et authenticité pour permettre aux amateurs de découvrir le travail des vignerons. Et puis encourager les consommateurs à déguster toujours avec discernement, mais sans complexité, dépoussiérer un peu cette image complexe qu'a le vin. Avec une revalorisation de la figure du vigneron aussi, le consommateur il est à la recherche de figures emblématiques, de personnes qui incarnent leurs produits. Et ce vigneron, c'est une figure à la fois paysanne, gardienne, passeuse, créatrice. Et ça rapproche le vigneron de l'artisan. Donc pourquoi pas mettre en avant encore plus ce vigneron dans sa communication, par sa capacité à acquérir, à transmettre un savoir-faire.
qui innove aussi beaucoup et qui en tout cas est attaché à sa terre et aux produits qu'il élabore. Souvent d'ailleurs, ces histoires de vignerons, elles plaisent beaucoup parce qu'elles montrent un attachement à une histoire personnelle, elles créent de l'émotion, elles montrent aussi l'ancrage dans un territoire et ça, c'est quelque chose qu'on s'approprie volontiers quand on est un consommateur aujourd'hui. Donc revalorisation de la figure du vigneron et puis aussi recréation de liens via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une grande chance parce que ça permet effectivement d'avoir un accès à l'ensemble de ces consommateurs et ça permet aux vignerons de partager leur culture, leur savoir, leur quotidien. Ça leur permet aussi de désacraliser les codes du vin. Encore une fois, ce vin est parfois perçu comme trop élitiste. Et donc, en le désacralisant, on le rattache à de l'émotion, à de l'instant, et non plus seulement à de la technique. Quand on regarde le baromètre So Wine d'Anata, on a 25% des Français qui sont intéressés par des dégustations commentées. Et puis, l'influence du web sur la considération des vins, puisque c'est la 3e source d'information la plus consultée après l'entourage et après les professionnels, qui montre aussi que c'est un très bon vecteur de communication. Sachant que 22% des Français présents sur les réseaux sociaux y suivent des comptes liés au monde du vin. Donc il y a effectivement une manne de consommateurs qui sont preneurs de ces conseils et de se réapproprier l'ensemble des valeurs du monde du vin. Et puis après, ça passe par tout un tas de choses, une approche moins formelle, des accords mets et vins modernisés, des profils de vin qui s'adaptent aussi aux envies actuelles avec des vins plus légers, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que les consommateurs, ils ont besoin de connaître ce patrimoine viticole, ils ont envie de le connaître, ils ont un besoin d'ancrage, un besoin de déconnexion, ça le monde du vin peut leur offrir. Le monde du vin, c'est un patrimoine vivant. S'il est capable de structurer son offre, d'avoir une approche qui s'adapte au comportement des consommateurs, et puis du coup, une offre de plus en plus tournée vers la nature, vers la reconnexion, évidemment, le vin peut créer cette société commune et donner envie. Donc Marie, maintenant qu'on a dit tout ça, quel est ton verdict ? Est-ce que le vin pourrait disparaître de nos sociétés ? Ouais, alors est-ce qu'on pourrait avoir une société sans vin ? Je pense que le monde du vin peut évoluer avec son temps, s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, à ses nouveaux modes de consommation, à son nouveau rapport aux produits qu'il achète, ce qu'il consomme, qu'il apprécie. Et puis à condition évidemment que le monde du vin accepte que ce soit aussi parfois le consommateur qui, lui, redessine les codes de la catégorie. Charge au monde du vin de se reconnecter avec ses consommateurs qui sont paradoxalement en demande, différemment, mais toujours en demande. Ils sont en demande de se faire plaisir, d'apprendre, de partager, de vivre des expériences et de s'approprier un univers pour le faire sien. Donc, ils veulent plutôt boire pour l'expérience plus que pour le statut social. Ça, il faut l'avoir en tête. Le monde change donc, mais le monde du vin, il a tous les atouts pour s'y adapter. Ainsi, la place du vin dans nos modes de vie, plutôt que de disparaître, se transforme. Et cette évolution peut se figurer comme une opportunité, celle de repenser la manière dont on le raconte, dont on le partage, dont on le vit. Dans un contexte de baisse de la consommation, le secteur du vin dispose de solides atouts pour redresser la barre. Un imaginaire culturel fort, une diversité immense, des histoires, des gestes, des savoir-faire qui résonnent très fortement chez les Français. Et c'est en se rendant plus accessible, plus lisible, plus en phase avec les usages contemporains que le vin peut continuer à créer du lien, à inspirer, à rassembler. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.